pour voir est-ce qu'on va aller intervenir dans les télévisions ou dans les médias, ou qu'est-ce qu'on fait. Cet artiste s'est levé seul, on ne l'a pas envoyé. Aucun parti politique l'a appelé pour dire va à la télévision pour parler de Gbagbo Laurent. Il s'est levé seul. Et il est allé à la télévision France 3. Et il a défendu la Côte d'Ivoire, il a défendu Gbagbo Laurent sur cette chaîne. On va s'intéresser à la vision qu'on a dans nos pays démocratiques de la démocratie ou de l'absence de démocratie des autres. Le cas évidemment auquel on pense, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, Alain Grèche et le commandant Simiol vont venir nous rejoindre, mais d'abord ce qui s'est passé depuis samedi dernier en Côte d'Ivoire. Des barricades, des pneus en flammes dans un quartier Commandant favorable. Simiol, vous êtes chanteur de reggae, vous venez de sortir votre premier album, Libération, et vous avez vivement réagi à la manière dont les médias français, mais aussi occidentaux, ont présenté Alassane Ouattara comme le véritable vainqueur des élections en Côte d'Ivoire. J'en conclus que vous êtes un partisan de Laurent Gbagbo, ou c'est simplement le fait qu'il y a eu cette unanimité de nos pays démocratiques pour dire c'est Ouattara qui a gagné, qui fait que vous en doutez? Moi, je suis un partisan de la justice et de l'égalité, de la légalité et du droit. Frédéric Tadei m'a invité à son émission en dépit de mon politiquement incorrect, parce que ça avait quand même le mérite d'être le seul rempart de l'expression libre en France. Mon passage à cette émission, qui était d'ailleurs la toute première intervention à contre-courant de toute l'armada médiatique sur le contentieux électoral ivoirien 2010-2011, c'était pas spécialement pour défendre Gbagbo, parce que je ne savais pas grand-chose sur lui à l'époque. C'était surtout pour plaider la légalité constitutionnelle sur laquelle se jouait le sort de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et par conséquent de tous les pays africains. Ils ont décidé de nous attaquer pour nous confisquer notre souveraineté. On a parlé, on a tout essayé, et comme toujours, ils sont restés sourds. Ainsi leur bassesse trahit la sagesse pour une saga sauvagesse. Ils ont menti au nom de la démocratie, méprisant celui que le peuple a choisi. Ils ont menti au nom de la barbarie, se donnant des rangs rien que pour le contrôle de notre sol et notre sous-sol. Mais moi j'en ai ras-le-bol. Faut sauver mon pays, faut sauver mon pays, faut sauver mon pays, faut sauver mon pays de la barbarie. Ils ont massacré de pauvres innocents. Disons que dès les premiers jours, la gouvernance de Gbagbo s'est trouvée confrontée à un plan de déstabilisation venu de l'extérieur. Et ce plan de déstabilisation a entraîné le report répétitif de l'échéance électorale, avec toutes les frustrations liées aux taillades qui l'ont visiblement empêché de mener à bien son plan de développement. Disons, si je pouvais me permettre un reproche à Gbagbo, c'est d'être allé à ces élections sans s'être assuré du désarmement de, je ne dirais pas ces rebelles, parce que la notion de rebelle porte toute sa noblesse, sauf qu'elle est pervertie dans cette crise. Gbagbo aurait dû brandir les fameuses clauses du DDR, qui sont le désarmement désarmement, démobilisation et réintégration, pardon, inscrites dans les accords de Accra 3, sachant que ces accords se réfèrent mais lamentablement aux accords de Lina Marcoursi, qui constituent mais une aberration manifeste,
du fait de l'exclusion pour le moins stratégique de la personnalité la plus importante de cette crise, en l'occurrence M. Gbagbo, sur la table des négociations. Et c'est vrai, Gbagbo était l'une des personnalités, voire la personnalité la plus importante de cette crise. Moi, je suis un artiste de reggae. Je milite pour la justice, je milite pour l'égalité des chances, je milite pour une Afrique libre et souveraine, dont je ne peux pas cautionner de telles absurdités, dont je ne m'inscris pas du tout dans cette catégorie d'artistes de reggae qui, tantôt, ont procédé à tout va à la diabolisation de Gbagbo, ou qui, tantôt, ont remercié la France, l'armée française, d'être intervenue. Parce qu'ils ne pèsent pas le poids de leurs paroles, des conséquences de leurs paroles sur la vie des milliers de gens qui ont péri dans cette crise. Hein? Peut-être qu'il faudrait quand même remettre les pendules à l'heure en rappelant que le reggae est par essence une musique de libération du peuple noir face à la domination occidentale conduite par l'idéologie suprémaciste. Et cette libération passe par la décolonisation totale de l'Afrique. C'est qui entend que si Bob Marley était en vie, il aurait mais indéfectiblement soutenu Gbagbo du fait de son engagement pour la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire et servir ainsi de modèle pour le reste de l'Afrique. Donc il faut rester cohérent. Soit on est des artistes de reggae avec l'éthique et l'intégrité que cela suppose, soit on est des bouffons, hein, des bouffons de la tyrannie. Comme ces bouffons des rois de l'époque qui amusaient la galerie pour quelques poignées d'or. Donc, il faut rester cohérent. Parce qu'il en va vraiment de la prospérité de l'Afrique. Et bien entendu, de la postérité de l'Afrique. Côte d'Ivoire, pays de prospérité, maintenant devenu une terre de calamité. Ces gens-là qui n'ont aucun respect pour les Noirs sont arrivés avec leurs armes en Côte d'Ivoire. Cette oligarchie de gangsterisme international a braqué le pays par un hold-up électoral. Ils ont tué nos papas, ils ont tué nos mamans, ils ont tué nos enfants, nos frères et nos sœurs. Ils ont tué à Djegwe, ils ont tué à Port. À vous tous qui me regardez, je dis bonjour ou bonsoir et je vous invite chaleureusement à venir le 19 décembre, je dis bien le 19 décembre, au concert du commandant Simiol, au Point Éphémère. Moi-même j'étais au Point Éphémère, une très belle salle où tout a été vraiment mis en œuvre pour que vous passiez un bon moment. En plus le prix c'est donné, c'est 10 €. Venez tous soutenir cet artiste de talent, cet artiste qui mérite qu'on le soutienne parce qu'il a pris des risques pour sa carrière, parce qu'il croit en certaines idées qu'il a défendues dans un environnement hostile. Donc que faire de mieux pour soutenir des gens comme lui qui portent des idées au moment de l'art commercial que de venir à son concert, que de venir avec des amis à son concert. Je rappelle au Point Éphémère, en plus il y aura une surprise puisqu'il chantera avec Guy Laberty qui est connu plutôt dans le monde de la politique et qui cette fois-là poussera la chansonnette, prendra sa guitare, chantera et nous ouvrira une autre partie de son imaginaire. Allez, venez vous réchauffer le 19 décembre, le mercredi 19 décembre à 20 h au Point Éphémère à Paris, dans le 10e, c'est au 200 quai Valmy. Commandant Simiol fait un concert et il a eu la gentillesse de m'inviter pour pousser la chansonnette. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être le reggae sur YouTube, mais je vous réserve une petite balade et un rock. Sur ce plateau, il y a Guy Laberty. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes ancien délégué national aux questions africaines pour le Parti socialiste. Vous avez connu très bien Laurent Gbagbo. Depuis son exil en 1982. Exactement. 1988. Alors, cette première question que je vous pose, les images que vous avez vues cet après-midi de cet homme qui arrive à l'hôtel Golf avec sa femme, à votre avis, que se passe-t-il dans sa tête, dans la tête de l'homme que vous connaissez? Ce sont des images qui sont très douloureuses, à la fois pour la Côte d'Ivoire, pour toutes les espérances démocratiques qu'il a cristallisées tout au long des années 80, 90, jusqu'à la conquête du pouvoir en l'an 2000. Et je rappelle d'ailleurs que M. Alassane Ouattara est celui qui l'a fait arrêter en 1992, alors qu'il était Premier ministre, et qui, sur la base de la loi anti-casseurs qu'il avait fait promulguer,
l'a fait condamner à 2 ans de prison par la justice ivoirienne aux ordres à cette époque. Donc je revois ces images avec une énorme émotion, et quand je vois en plus ce débardeur, ça me rappelle terriblement Patrice Lumumba, et je dois dire que je les vois avec une très grosse émotion, à la fois personnelle, mais ça c'est pas très grave, mais surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du continent africain. Je suis absolument confondu, et j'ai honte en tant que citoyen français que la France ait fait le sale boulot jusqu'au bout. Tes chaudes certitudes de lendemain vainqueur animent mon cœur amolli. De 68 armes bâtards. Ce soir d'orage fulgurant ou de la Bastille à Ivry, les métros chantaient l'international. Cette nuit qui est des folles d'amour et de vin, ces semaines légères de mai 80 avaient tissé une aube grise glaçant les banlieues. Les banlieues incertaines où sourdait la révolte. Gargamel, le défi de chouffer tous les choufs. Sauf qu'on a chouffé au Ghana, Togo, Libéria. Affaire de démocratie est devenue escroquerie. Élection blague et tuée, élection magatapée. Bandits de grand chemin a fini avec braquage de banque. On vient maintenant braquer nos petits pays avec des tanks. Ils ont pris petits africains pour faire travail de zinzin. Ils vont faire entrer les bonbons pour nous donner les bonbons. 25 ans ont passé, Chirac et Sarkozy ont eu raison de tes rêves de démocratie. La Côte d'Ivoire est sous tutelle du monde occidental. La France a imposé le zèle de son mauvais cheval. La présidentielle ivoirienne 2010-2011 est une plaisanterie mais grotesque qui consistait à fixer un maillon fort, en l'occurrence la gouvernance de Ouattara, dans toute une chaîne oligarchique. Et la crise ivoirienne qui s'est soldée par l'attaque militaire de la France et l'enlèvement du président Gbagbo est un point fort de la guerre coloniale qui s'inscrit dans une guerre des civilisations qui remonte depuis l'Antiquité, impulsant dans le cours de l'histoire des épisodes tragiques tels que la traite négrière, les différentes guerres coloniales, et qui a remis au goût du jour, sous une forme de guerre totale menée sur le plan politique, économique, militaire, mais aussi sur le plan psychologique, intellectuel, culturel, médiatique, etc. D'ailleurs, Gbagbo n'est pas le premier leader noir qui s'inscrit dans ce triste scénario d'enlèvement et de séquestration par des envahisseurs étrangers. Il y a eu le cas de Toussaint Louverture, il y a eu le cas du roi Béhanzin, et aujourd'hui bien d'autres. Oh 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 oh, libérez Gbagbo. Oh 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 oh, libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo, oh 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 oh, 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 arrêtez ça, oh 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 oh, avec ses ozos, licarne,
prédateurs, hors de Côte d'Ivoire. Bande de voleurs, hors de Côte d'Ivoire. Voleurs de cacao, voleurs de café, voleurs de pétrole. L'Afrique étant une source inépuisable de richesse, aujourd'hui l'obsession des pays occidentaux, c'est de s'assurer le contrôle le plus total du continent avant que la Chine, qui arrive comme ça à grands pas, ne puisse accaparer les marchés importants. Mais vu le contexte historique de ses rapports avec l'Afrique, aujourd'hui la Chine ne peut mener sa conquête que sur l'axe économique, avec une démarche relativement acceptable. Je dis bien relativement, du point de vue du droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Mais les Occidentaux, eux, ils sont dans une logique qui les a toujours caractérisés. Celle du chaos par la force de la terreur. Pour arriver à leur fin, ils n'hésitent pas à adopter des méthodes transgressives allant de la transformation du réel à la violation du droit au bien fondé de l'opinion individuelle et collective. Mais c'est une trahison absurde, un sabotage psychologique et moral qui induit les masses populaires à l'erreur afin qu'ils soutiennent les sentences abusive et disproportionnée vis-à-vis des sujets qu'il diabolise. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. À part que Gbagbo est le centre d'intérêt politico-médiatique, en raison de sa fonction présidentielle, la personne qui a quand même le plus souffert de cette machine infernale de diabolisation, c'est quand même Simone Gbagbo. Elle a eu droit à un traitement d'une barbarie exceptionnelle. Elle a été jetée en pâture à des chiens de guerre qui l'ont tirée par les cheveux dans tous les sens, et tout ça expressément exhibé devant les caméras, afin de maximiser son humiliation. Et comme vous pouvez le constater, c'est dans les pays du noir qu'on peut se permettre ce type de transgression morale. Ça aurait été en France, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, la dame aurait été arrêtée correctement et rendue aux autorités en toute sécurité. Dans un monde décivilisé, les femmes qui ont fait du mal sont arrêtées dans des conditions décentes et soumises après à un jugement pénal. C'est une facette du processus de souillure de la femme noire qui consiste à mettre à genoux des nations nègres sur plusieurs générations. C'est un phénomène qui date depuis la traite négrière et qui persiste encore aujourd'hui partout en Afrique, notamment au Congo et dans plusieurs pays aussi dans le Nouveau Monde, Haïti, aux États-Unis, même aux États-Unis. Moi, Mathilde Thébault, femme, mère, épouse, ivoirienne, française, africaine et femme du monde, réclame sans délai et sans condition la libération de Simone Gbagbo. My words in a lie. Don't cry.
La communication étant le fer de lance dans cette guerre totale, elle permet de préparer le terrain aux attaques militaires sous fond de propagande. Mais c'est des vagues médiatiques dévastatrices, connues sous l'anglicisme de Serial Demonizing Propaganda, la propagande de diabolisation en série. En fait, le macro-phénomène du tueur en série. C'est lié à des enjeux géopolitiques et ce qui explique le caractère tant stratégique que malsain. Et dans cette mécanique perverse, si on doit parler de crime, c'est plutôt le traitement appliqué à la personne diabolisée, hein, et non les allégations à son encontre. Et le degré de perversité va même jusqu'à attribuer la théorie conspirationniste à toute observation critique et objective sur le sujet. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les hommes politiques à la base. Et j'avoue que j'ai un peu quand même eu du mal avec le président Gbagbo, du fait de toute cette machine de diabolisation à son encontre, au début des événements, entre les années 2002-2004. Mais là où il a quand même interpellé ma conscience, là où il a quand même interpellé mon sens de l'analyse, mon besoin d'investigation, c'est que malgré toutes ces violences intempestives dirigées contre lui, mais il est toujours resté sans haine. Alors là, tu te dis, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose à aller fouiller, quoi. Le gars, si ce n'est pas un saint, ce n'est pas non plus l'affreux dictateur qu'on s'acharne à exhiber comme ça aux yeux du monde. Système d'aliénation tenu sur des générations. Hier la religion, aujourd'hui la télévision. Chaîne d'une taxe, SFR ou Freebox. Que de paradoxes, dans la masse c'est hétérodoxe. Que de mythes, que de people. Ces gens-là nous ont toujours pris pour leurs zouzous. Bien calés dans ton canapé. Ta bouteille de coca qu'elle devant ta télé. Coca-Cola, c'est caca qui est là. Mais tu le bois et manges tes chips devant ton home cinéma. Que de l'intoxication, ce système de consommation, de l'alimentation jusqu'à l'information. La révolution ne passera pas à la télé, mon frère. La révolution ne passera pas à la... Mais nous sommes vraiment dans un monde machiavélique, régi par le principe du renversement de l'ordre symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans ce monde-là, ce qui est mauvais là, on va te dire que c'est bien. Et ce qui est bien là, on va te présenter ça comme quelque chose de mal. Va comprendre pourquoi dans l'iconographie judéo-chrétienne, hein, déjà là on est dans un ordre patriarcal, et Dieu le Père est présenté en homme blanc, avec sa barbe blanche comme neige. Et les petits chérubins autour de lui, les anges, hein, qui gravitent autour de lui, c'est des spécimens blancs, des petits spécimens blancs avec des ailes blanches. Et Satan, qui incarne le mal, est présenté en forme de négro-humanoïde, à la peau bien foncée, bien sûr, et avec des cornes. Alors qu'en réalité, dans les spécimens humains, on sait très bien qui sont ceux qui ont toujours été les plus généreux dans l'acceptation des autres, et ceux qui ont toujours causé du tort aux autres par toutes les formes de cruauté et de barbarie. Et le fonctionnement de ce principe de renversement de l'ordre symbolique a évolué de l'influence religieuse à l'influence médiatique. Donc, c'est qui ne fait pas l'affaire de l'ordre préétabli est diabolisé à grand matraquage médiatique. C'est ainsi que pour avoir voulu remettre en cause le pacte colonial afin de permettre au peuple ivoirien de vivre dans la dignité, Gbagbo s'est vu coller l'étiquette
de dictateur, tout simplement. On te plonge comme une éponge dans les médias mensonges où le libérateur est le dictateur et le psychopathe, le démocrate. La manipulation du sens de la révolution. Quand la chose est rouge, ils vont te faire croire que c'est bleu. Quand la chose est bleue, ils vont te faire croire que c'est rouge. Et quand la chose est noire, ils vont te faire croire que c'est jaune. Mais ça n'a rien à voir. Et quand la chose est jaune, ils vont te faire croire que c'est noir. La révolution ne passera pas à la télé, mon frère. Mais alors, si Gbagbo est un dictateur, c'est que c'est un drôle de dictateur. Un dictateur qui passionne. Un dictateur qui passionne des milliers d'Ivoiriens et d'Africains, et moi en premier. Sinon, comment expliquer qu'après 7 ans de détention, suite à son renversement, des hommes et des femmes arrivent de partout le monde, pour aller manifester devant la prison de La Haye en faveur de sa libération. Ils viennent de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Espagne, Portugal, Allemagne, Angleterre, États-Unis, Canada. Ceux avec la même ferveur qu'au début des événements. C'est quand même une grande première dans l'histoire des dictatures. Hein. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour aller à La Haye libérer notre président Laurent Gbagbo. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Et donc nous sommes venus aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de pouvoir encore aller lui dire que ses enfants sont là et qu'il peut compter sur nous, quel que soit le résultat. Nous, on sait qu'il est dans notre cœur et qu'il est déjà libéré. C'est une histoire d'amour entre le président et nous. On a 13 cars, là, sans compter les 13 cars, là, à la place de la République, sans compter ceux qui vont en covoiturage, en personnel, en train, en bateau, à vélo, tout le monde s'en va. Je suis Salimata du Mali, mais Gbagbo c'est mon père. Parce que Gbagbo il a œuvré pour tous les Africains. Donc les vrais Africains dignes de ce nom devront lui supporter. Parce que c'est lui et sa femme qui ont commencé à nous défendre d'abord. Donc si les gens veulent rester dans l'ignorance pour ne pas lui défendre, vraiment c'est honteux. Gbagbo, ça doit être le père de la nation. Si on veut l'Afrique unie, là, c'est Gbagbo, notre papa. Elle a un cancer, elle a été opérée, et on vient de l'opérer pour la deuxième fois. Elle est sortie, oui. Ça fait à peine 15 jours. Mais elle a tenu à être présente à cette reprise. Il y a encore les fils. On m'a opéré le 11 mai 2017 et là on m'a opéré le 10 septembre. Non, le 10 septembre. Oui. 2018. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait le voyage, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit Maëlie, je vais venir. Même ma famille était étonnée, j'ai dit non, je vais partir. C'est comme un pèlerinage pour moi d'aller supporter Gbagbo. Voilà. Les autres vont à la Mecque, non? Moi, je vais à ma Mecque comme ça. Oh, bravo, applaudissez ça. On va libérer Gbagbo. On va libérer Gbagbo à La Haye. Rendre immortel ces moments. Oui, c'est le petit déjeuner, mon frère. On boit un peu de bouillie pour pouvoir tenir. C'est du mil. Il faut prendre des forces avant d'attaquer.
On est parti de Paris à minuit et quelques, minuit et demi, pour arriver ici à 7 heures. Donc il y a un peu de fatigue quand même. Vous allez tenir le coup, vous pensez? Ah oui, très bien. On a l'habitude, c'est pas la première fois. Depuis 7 ans qu'on vient là, maintenant c'est devenu de la routine. Le morceau qui a été connu là, que tout le monde... Aujourd'hui, on est venu pour soutenir Laurent Gbagbo. Hein? Le jour où Gbagbo va être libéré, non, je ne sais pas, bien que j'aurai une crise cardiaque, bien qu'il ait sauté en l'air et puis calé là-bas pour dire merci Seigneur. Oui. Je viens du Portugal. Voilà. Alors, depuis hier soir, nous sommes arrivés ici en équipe. Voilà, depuis le quart, et nous sommes là. Nous sommes là pour soutenir notre chef, notre panafricain, notre espoir, notre démocrate. Je viens d'Abidjan, je suis arrivée ce matin apporter mon soutien à mon président pour dire qu'il demeure mon président, que je suis de tout cœur avec lui. Il y a le centre de l'Italie, des gens sont partis de Florence, de Parme, de Brescia, comment on le dit en français, Brèche, je sais pas, Brèche, de Milan, de Treviso et de Turin, voilà, un peu de toutes les régions de l'Italie. Nous sommes ici là en Hollande, à la Cour pénale internationale. Moi personnellement, j'ai voyagé de Londres ce matin pour mon président. J'ai pris l'avion, je repars ce soir. Et je tiens à dire au peuple hollandais que, vous savez quoi, nous avons pendant cette année proliféré votre économie par rapport à notre président que vous maintenez en capture ici. Ce n'est pas de votre faute. Mais nous sommes venus ici, nous avons loué des hôtels, nous avons pris des cars, nous avons pris des transports et que vous pouvez constater que notre président est le plus célèbre que vous avez pu détenir dans cette cour pénale et nous sommes venus le chercher pour une dernière fois. Je veux dire au peuple hollandais, avec tous mes respects, que vous devez, par rapport à l'élévation de votre économie aujourd'hui, de faire une statue de Laurent Gbagbo à cette cour pénale. Ok, et que nous on est venu chercher notre président et en tout respect, we love you, we bless you, and then it's a love, Rastafari. Comment tu vas? Il va libérer l'Afrique. On va libérer Gbagbo. Il va libérer l'Afrique. On va libérer Gbagbo. On va libérer l'Afrique. On va libérer Gbagbo. Il va libérer l'Afrique. Attendez parce qu'ils sont en train de filmer, On va libérer l'Afrique. Ce matin, on a été à l'audience et donc à l'audience, toujours, le procureur raconte toujours ces mêmes bêtises, ces mêmes mensonges, mais la vérité est en train de le rattraper. Voilà, et donc aujourd'hui, je pense à Bolton, John Bolton, l'Américain qui disait que la Cour pénale internationale est une cour
d'irresponsable et dangereuse. Et nous, Ivoiriens, on est d'accord avec ça. Mais alors, ce qui singularise Gbagbo, c'est que non seulement il a échappé d'ailleurs assez miraculeusement à plusieurs tentatives d'élimination physique, mais il a quand même réussi à ébranler tout un réseau oligarchique. Des gens aux commandes de pays et d'organisations les plus puissantes de ce monde. Il avait des adversaires sans foi ni loi, des adversaires impitoyables qui n'ont pas hésité à lui porter des coups irréguliers. Mais il a retourné la force de ses adversaires contre eux-mêmes. On se croirait dans une scène de Aïkido, d'un film de Steven Seagal. Et Steven Seagal peut vous le confirmer. Le principe du Aïkido, c'est de retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Aussi fort qu'ils sont arrivés, aussi fort ils sont tombés. Et ils n'ont pas fini de tomber. Et cette Cour pénale internationale est en train de tomber dans le discrédit. Sauf qu'il faut composer avec le temps. Et j'aime bien cette pensée de Gbagbo qui dit « Le temps est l'autre nom de Dieu ». C'est vraiment des mots de sagesse qui consistent à avoir la foi dans ce qu'on fait, dans l'action qu'on mène, aussi petite qu'elle soit. Comme la petite graine qu'on enfonce dans le sol et laisser le temps faire le reste. C'est-à-dire la voir germer et porter ses fruits. Je ne sais pas si la chance t'a mis à l'abri des tourbillons de la tragédie. La terreur des tueurs, nous vidant de nos sangs, a disparu dans la nuit. Tous les jours je prie pour que tu restes en vie, baby. Je t'attendrai sous un ciel nouveau. Je te ferai porter le flambeau de cette idylle tirée du chaos, baby. Toute cette crise ivoirienne et cette méga plaisanterie d'élection présidentielle qui a curieusement basculé dans la guerre, alors qu'on pouvait encore récompter les voix comme le demandait Gbagbo. Et toutes ces accusations de crimes contre l'humanité, et ce procès ridicule à la CPI, en réalité c'est quoi? C'est tout simplement une longue scène de braquage. Sauf que là on n'est pas dans du petit, moyen ou grand banditisme où on va braquer des banques avec des fusils à pompe ou des mitraillettes ou des pistolets, je ne sais pas quoi. Là, on est plutôt dans du très grand banditisme où on va braquer des pays avec des obus et des bombes, usant de la loi, des méandres de la loi en sa faveur, dans une confusion mais absurde du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter cette activité machiavélique, cette entreprise, cette manigance machiavélique à grande échelle qui consiste à piller l'Afrique et pousser ses enfants à l'exil en créant le chaos. Voilà. Moi je suis Guinéen, je suis Emmanuel Koul. Donc je vous salue tous. On est là. Donc je vais chanter un peu pour vous, pour qu'on puisse quitter quand même ici, où on pourrait rentrer chez nous. Et yo, moi je suis Emmanuel Koul, j'en ai marre de rester ici. J'en ai marre. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi. J'en ai marre de la dictature africaine. J'en ai marre de vivre dans la souffrance. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi. J'en ai marre.
J'en ai marre de voir l'Afrique souffrir. J'en ai marre. J'en ai marre de voir l'Afrique pleurer. J'en ai marre. J'en ai marre d'être toujours clandestin. J'en ai marre. J'en ai marre de voir mes amis souffrir sur le désert. J'en ai marre. J'en ai marre de voir mes amis mourir dans l'eau. J'en ai marre. J'en ai marre de voir les Européens nous torturer comme des animaux. J'en ai marre. Et pourtant, nous sommes des hommes.